Bonsoir, merci de nous rejoindre. Merci de rester connecté pour cette première université de l'engagement. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Armelle Weissmann. Armelle Weissmann qui est une femme orchestre, qui est à la fois et peut-être essentiellement entrepreneur, qui est également senior advisor chez Deloitte, qui est présidente du réseau Entreprendre à Paris et qui fait beaucoup d'autres choses, et qui est l'auteur, ou plutôt la co-autrice d'ailleurs, d'un rapport sur l'entreprise à mission. Et c'est sur ce thème qu'elle va intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup, Armelle. Merci, bonjour. Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez, Marc? C'est bon, tout va bien? Super. Alors, il m'a été demandé de vous parler en une demi-heure d'un sujet qui est à la fois passionnant et éminemment complexe. Donc, si vous le voulez bien, voilà, je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, vous devez voir mon écran. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'entreprise à mission, il n'est pas inutile de savoir de quoi il s'agit quand on parle d'entreprise, parce que peut-être que vous le remarquerez autour de vous. Très peu de gens savent de quoi on parle quand on parle de l'entreprise. Alors, l'entreprise, je vais essayer de passer mes slides s'ils acceptent de passer. L'entreprise est une notion qui n'est pas véritablement définie par le droit aujourd'hui. Je n'arrive pas du tout à passer mes slides, ça va venir. Voilà. Qui n'est pas du tout définie et qui nécessite du coup de revenir un peu sur son histoire parce que c'est une réalité un petit peu mouvante. Alors, si je devais proposer une vision, une notion, un terme qui regroupe un peu, une définition qui regroupe ce que je dis entreprise, en fait, l'entreprise, c'est d'abord un regroupement. Ça veut dire que c'est plusieurs choses à la fois. Et c'est un regroupement durable. Vous allez voir, cette notion est extrêmement importante et on va y revenir. C'est un regroupement durable et une mise en œuvre organisée de moyens en capitaux, en technique. Donc ça, c'est très important, puisqu'il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas à la fois des capitaux, des hommes et des techniques. C'est très important que vous ayez ça en tête. Quand il y a uniquement des hommes et des techniques, par exemple, on va parler d'artisanat, mais pas d'entreprise. Quand il y a des capitaux et des hommes, on va plutôt parler de banque. Mais l'entreprise en tant que telle, c'est vraiment la réunion de ces trois choses qui visent à produire des biens et des services qui sont destinés à être vendus. Attention, c'est très important, c'est pas juste la production de biens et de services dont on ne saurait pas quoi faire. Et donc, on réfléchit à un marché, et un marché solvable, c'est-à-dire qui est en capacité de l'acheter. Donc, vous le voyez, pour faire entreprise, ça demande une conjonction de choses très différentes, et la réunion de ces choses a mis beaucoup de temps à arriver. Et on va le voir, je vais essayer de vous faire traverser en 10 minutes et de manière extrêmement rapide, et vous ne m'en voudrez pas si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur le sujet, hein, mais qu'est-ce qui fait évoluer la perception et la définition de l'entreprise à travers le temps? La première chose, c'est l'énergie. Pendant très longtemps, les communautés humaines n'ont pu s'appuyer que sur l'énergie humaine, que sur la force humaine, c'est-à-dire la force de nos bras. Et pendant très longtemps, avec des sociétés qui étaient à 80-90% paysannes ou agricoles, eh bien, c'était les hommes qui s'occupaient d'aller récolter, et donc l'énergie humaine. Petit à petit, vous allez le voir, évidemment, on est passé à des sources d'énergie différentes, avec un bouleversement. Déjà au XVIIIe siècle, avec l'arrivée du vent, et puis du moulin, et puis de la vapeur, et puis les révolutions industrielles, puis le charbon, puis le pétrole. Et avec aujourd'hui une vraie question sur l'avenir de cette énergie. Deuxième point, les matériaux, évidemment la matière, avec des produits, puisque, alors, est-ce que c'est l'acier? Est-ce que c'est aujourd'hui, on parle des terres rares pour construire des téléphones portables? Voilà, on va évoluer la notion d'entreprise avec des matériaux, ce qu'on va pouvoir excaver, ce qu'on va pouvoir extraire, ce qu'on va pouvoir assembler, ce qu'on va pouvoir produire. Et donc, vous voyez l'évolution des sciences et des techniques, de la chimie, de la technologie, etc. Troisième point essentiel, évidemment, les moyens de communication. La notion d'entreprise va évoluer. Dans une société dans laquelle on ne transporte pas de marchandises, dans une société dans laquelle on ne communique pas avec son voisin, on n'échange pas, eh bien, il n'y a pas d'entreprise. Donc, les moyens de transport sont très importants.
donc l'accès à des techniques, le potentiel de commercialisation, c'est-à-dire que pour vendre quelque chose, encore faut-il qu'il y ait des gens qui puissent l'acheter. Et évidemment, on va voir que l'évolution des sociétés et la possibilité de création de ce qu'on va dire des classes moyennes va augmenter le potentiel de marché. L'information, parce que vous pouvez avoir des produits formidables à vendre, mais enfin, si personne ne le sait, personne ne viendra l'acheter. Et puis le dernier point, évidemment, le financement. Puisqu'on l'a vu, l'entreprise a besoin de commence à exister à partir du moment où il y a une notion de capitaux. Les entreprises qui n'ont pas besoin de financement n'ont donc pas besoin de capitaux. Et vous allez voir, la variation de ces 4 éléments va faire évoluer la définition d'entreprise à travers le temps. Alors, très vite, et je suis désolée de cette traversée éclair, vous avez là un petit tableau que j'aime beaucoup, qui date du XIIIe, XIVe siècle, qui s'appelle Le prêteur et sa femme. J'aime d'autant plus ce tableau qu'en fait c'était très rare, puisque à l'époque, alors dans l'Antiquité on a quelques marchands qui existent, mais volet extrêmement limité, puisque en fait les cités grecques échangent très peu entre elles, et l'objectif reste l'autosuffisance absolue. Pourquoi j'aime beaucoup ce tableau, c'est que évidemment dès l'évolution de l'Antiquité et puis vers le Moyen-Âge, l'Église domine tout. Et vous savez que l'Église n'aime pas qu'on prête, encore moins sur gage, et on n'est pas les seuls. À la fois, l'école chrétienne, les musulmans n'aiment pas trop les taux d'intérêt. Les usuriers à l'époque sont les juifs essentiellement, qui sont les seuls à pouvoir prêter de l'argent. On sait bien que ça leur fera une réputation à l'avenir un peu compliquée à gérer, mais là n'est pas mon sujet. Deuxième point, eh bien, à partir du XIe siècle, alors là aussi beaucoup de débats, à partir du XIe siècle, l'évolution, l'avènement des moulins à eau, des premiers instruments de mesure, un peu de banque qui va être centré sur le change, tout ça va amener des embryons de premières formes d'entreprise. Je vous dis ça pour une raison, c'est que, attention, le développement des entreprises, évidemment, est dépendant de l'évolution du capitalisme et de la formulation d'un marché dans lequel va s'échanger des choses. Juste pour vous dire que c'est une notion qui va beaucoup évoluer dans le temps. Ce qui nous intéresse, alors là je vous ai mis une frisque magnifique, vous aurez reconnu Colbert et son plus beau profil. Colbert qui est le signe pour la France de l'évolution des grandes manufactures d'État. Alors là évidemment on rentre alors, la Renaissance, c'est la domination complète de l'Europe, et il y a des étapes historiques qui vont permettre de commencer à formuler les postulats, les bases, on en est encore loin, mais des entreprises telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec les Pays-Bas et Amsterdam, qui arrivent sur la scène et internationale, puisque Anvers diminue un petit peu, et alors pour ceux qui ont lu peut-être Max Weber et l'esprit du capitalisme, on arrive à un moment où le protestantisme prend le pas, et où en fait les Pays-Bas c'est vraiment un tout petit pays, à l'époque on les appelle les Provinces-Unies, c'est un tout petit pays, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien dans le sol, et donc c'est un pays qui commence à dire il faut organiser, il faut rationaliser, il faut calculer, il faut mesurer. Et donc là on est dans le début de la rationalisation du monde, à la fois du travail et des échanges. Ce qui fait qu'au lieu d'envoyer des navires à l'autre bout du monde sans savoir trop pourquoi, juste pour aller voir si le monde est-il plat ou est-il rond, je ne rentre pas là-dedans, eh bien en fait on va là commencer à être un peu rationnel en disant très bien, on va chercher des débouchés, c'est-à-dire que vous allez nous rapporter des matières qu'on va pouvoir vendre et on va développer des choses. Donc c'est ce que je vous disais au début dans la définition, la notion de marché solvable commence à se développer, et puis commence à se développer, c'est-à-dire l'ancêtre de l'entreprise d'aujourd'hui, qui est souvent qu'on cite avec la création de la Compagnie des Indes, puisqu'on commence à avoir un commerce qui se développe à un niveau mondial, avec de l'énergie, avec des techniques, avec des bateaux, avec des hommes. Donc à partir du vraiment 1600, tout début du XVIIe siècle, on va voir le développement du papier-monnaie et les grandes manufactures d'État en France. La Compagnie des Indes, les grandes manufactures d'État, tout ça c'est la même chose, c'est-à-dire que l'économie est maîtrisée par le pouvoir. On n'a pas le droit, on n'a pas la libre entreprise. On est dans des corporations, donc on est un peu coincé. Et donc l'esprit d'entreprise, ça n'est pas trop le sujet. On est dans un esprit du capitalisme, mais on peut dire qu'il n'y a pas de start-up nation à cette époque. En revanche, il y a un sujet qui émerge, c'est dès cette époque-là le système des brevets. Je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à inventer, c'est le monde des inventeurs, la Renaissance. Vous connaissez Léonard de Vinci avec tous ces beaux dessins sur les espèces de projections, sur les hélicoptères, sur tout un truc. On invente,
et on décide que celui qui invente est propriétaire. Alors, celui qui invente est propriétaire, c'est vite dit. Le pays de celui qui invente est propriétaire. Et donc, on commence à mettre en avant les droits de propriété qui sont inhérents à ce qu'est l'entreprise. J'avance un petit peu vite. Évidemment, le coup d'accélérateur en notre sujet, c'est la révolution industrielle. Et la révolution industrielle, alors pour beaucoup, vous l'avez vu dans vos livres d'histoire, hein, eh bien, c'est le début, je vous l'avais dit, dans les éléments qui définissent l'évolution du concept d'entreprise, évidemment les chemins de fer, avec des énormes progrès technologiques, des grandes usines qui se créent, le début de la transformation, le tout au début de la transformation d'un certain nombre de paysans en ouvriers, et avec l'émergence d'entreprises très lourdes, avec l'acier et la chimie. Et ces entreprises très lourdes qu'on ne connaissait pas, hein, avant on avait les manufactures, on avait éventuellement, pour ceux qui sont allés les visiter, hein, les manufactures de Sèvres, les manufactures des Gobelins, qui sont des belles manufactures, mais qui sont de l'artisanat plus. Là, on rentre dans quelque chose de proprement industriel, dans le sens où on va pouvoir créer du nombre, beaucoup, et avoir des tailles d'entreprises très très vastes. Évidemment, avec l'État, avec une part très importante, et pour porter la responsabilité de ces investissements, de ces engagements, eh bien, on va créer, et c'est très important, des statuts d'entreprise. Alors, à cette époque-là, en France, on en a 3, je vous les ai mis en détail. On a ce qui s'appelle la société en nom collectif, qui n'existe plus tellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, souvent alors au moment de la révolution industrielle, hein, ce sont des familles bourgeoises ou aristocrates qui avaient de quoi investir, voilà, avec un enjeu de classe très fort. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont fans de Downton Abbey, mais on voit bien ce moment où la famille aristocrate commence à investir dans les chemins de fer au tout début du XXe siècle. Hein. Voilà, la société en nom collectif engage toute la fortune des actionnaires, c'est-à-dire je mets mon argent et je le perds, et je perds tout. Je perds tout si jamais l'entreprise s'effondre. Et donc, si un associé disparaît, la dissolution est prononcée. Donc ça, c'était la société en nom collectif avec une responsabilité majeure sur les actionnaires qui, évidemment, rend un peu frileux au moment de mettre de l'argent. Or, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on a besoin de développer massivement les chemins de fer, les navires marchands, et puis il faut bien créer des sociétés qui vont aller exploiter le charbon qu'on vient de découvrir. Voilà. Donc, pour essayer d'attirer des actionnaires, on va créer la société en commandite. Alors, la société en commandite, pareil, elle engage la fortune des actionnaires, mais les actionnaires peuvent n'être que de simples investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans la gestion de l'entreprise. On va en voir encore aujourd'hui des sociétés en commandite, c'est un peu moins à la mode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai de l'argent, je peux décider de miser de l'argent sur une société, mais que je fais confiance à quelqu'un d'autre pour la gérer. Ce qui n'est pas le cas dans le société en nom collectif, où on reste dans une dimension très familiale. Et puis, le troisième statut, qui a eu une très longue vie et qui existe toujours aujourd'hui, c'est la société anonyme, qui, elle, dit, en fait, chaque actionnaire n'est responsable qu'à hauteur de la somme qu'il a investie. C'est-à-dire que si je mets 100 millions d'euros, à l'époque, évidemment, c'était l'ancien franc, mais si je mets 100 millions d'euros sur une boîte, bon, je perdrai ces 100 millions, mais personne ne peut venir me chercher ma responsabilité sur le reste de ma fortune. Voilà. À l'époque, c'est une forme qui n'est pas très bien vue, et jusqu'à 1867, il faut demander une autorisation spéciale pour avoir le droit de créer une société anonyme. Vous le voyez, l'État a besoin d'attirer de l'argent pour financer le progrès technique, et donc il trouve des statuts qui donnent envie à des gens qui ont de l'argent d'investir sans prendre trop de risques. C'est vraiment ça l'esprit à l'époque. Alors, vous voyez, on a quand même le début des bases de ce que sont les entreprises aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, on autofinance. C'est-à-dire qu'on ne recourt pas à des financements externes. Il y a assez d'argent, et par ailleurs, il y a des monopoles d'État. Donc, il y a tellement de profits qu'il n'y a pas besoin de chercher de l'argent ailleurs. Et donc, on n'a pas encore vraiment inventé les marchés d'actions. Pourquoi je dis marché d'actions? C'est les entreprises qui disent moi, j'aimerais bien valoriser ces parts pour des gens qui ont de l'argent et qui ont envie de mettre de l'argent. Et qui sont très extérieurs et sur lesquels on va faire de la spéculation. C'est ça les marchés d'actions. Et puis, très rapidement, mon panorama historique va s'arrêter là avant de faire un petit focus. Ces modèles qui est très, très européen, évidemment, basculent du côté du modèle américain. Alors, le premier coup de tonnerre, c'est la Ford T. Alors, vous avez sans doute entendu parler de Taylorisme. En 1908, on arrive avec ce qu'on appelle les principes de la direction scientifique du travail.
juste un petit point, la direction scientifique du travail, c'est quoi? C'est de réaliser que sur une chaîne d'ouvriers, mettons il y a 40 ouvriers, en fait, ça prend à l'un 23 secondes pour tourner un boulon, à l'autre 5 secondes, à son voisin 5 minutes, et puis à sa voisine 2 heures. Bon. Et on se dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de codifier chacun des mouvements pour que tous ensemble, ils mettent 16 secondes, qui nous permettrait d'adapter et de pouvoir prévoir en combien de temps est-ce qu'on construit vraiment une voiture. L'organisation scientifique du travail, qu'on appelle OST, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que chacun des mouvements va être codifié pour pouvoir prévoir le travail. Et donc, à partir du moment où on adapte ce qu'on appelle le travail à la chaîne, alors là, on va pouvoir avoir une projection très très forte, puisqu'on va avoir des outils de mesure incroyables. Et donc, on va pouvoir dire, à la fin de l'année, on va pouvoir produire tant de voitures et ça va rapporter tant à l'entreprise. À partir de ce moment-là, on peut commencer à projeter pour des investisseurs éventuels combien va rapporter l'entreprise à la fin de l'année. À la fin de 1945, à la fin de la guerre, les Américains prennent le dessus et vont petit à petit installer leur modèle. Et puis, à partir des années 70, et c'est là que notre histoire commence, c'est la consécration de ce qu'on appelle la firme managériale et les sociétés par action. Alors, vous avez vu, j'ai commencé à poser quelques bases de statut d'entreprise. La consécration de la firme managériale, c'est l'entreprise dans laquelle il y a des gens qui sont propriétaires, c'est donc les actionnaire. Et il y a des gens qui gèrent l'activité courante, c'est la direction. Et c'est pas parce qu'on est directeur d'une entreprise qu'on possède l'entreprise. Et donc, cette vision-là arrive dans les années 70. Les dirigeants d'entreprise sont là pour protéger les intérêts des actionnaires, mais ne sont pas nécessairement actionnaires. Et cette dissociation-là va créer le mal-être un peu qu'on rencontre aujourd'hui dans l'entreprise. Et ce mal-être, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a 3 types de personnes. Alors, je vous ai mis quelques photos ici avec un petit peu d'actualité, mais 3 types de personnes. Il y a l'entrepreneur, la figure de l'entrepreneur qui revient un petit peu à la mode aujourd'hui, qui, lui, et c'est le créateur. Et au départ, il a à la fois son capital humain, c'est-à-dire sa force de travail, il y met son argent, son énergie, son envie, tout ça, et il est concentré dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Ce qu'on va voir, c'est que les entreprises qui sont créées par des entrepreneurs, si elles veulent grossir, elles ont besoin d'argent. L'entrepreneur, au bout d'un moment, il n'en a plus. Donc, il va devoir faire appel à des investisseurs. Et ces investisseurs, eh bien, peut-être qu'ils vont trouver que l'idée de l'entrepreneur est formidable, mais ils vont trouver peut-être que l'entrepreneur ne gère pas très bien, qu'il n'a pas une vision suffisamment rationnelle, parce que, comme il est attaché sentimentalement à sa boîte, parce que c'est son idée, parce qu'il a choisi les gens qui étaient, eh bien, il ne va pas très bien défendre les intérêts des actionnaires. Et donc, on va voir ça dans un certain nombre d'entreprises qui grossissent tout d'un coup. Eh bien, et donc, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire d'Apple. Apple a été créé par Steve Jobs, il y avait des investisseurs, et puis à un moment donné, les investisseurs ont estimé que Steve Jobs faisait n'importe quoi avec la boîte, donc l'ont viré. Ils ont viré le créateur de l'entreprise pour y installer un dirigeant. Et donc, les investisseurs, eux, en fait, ils sont là, ils mettent de l'argent. Beaucoup d'investisseurs mettent de l'argent dans une entreprise comme ils pourraient en mettre en achetant une maison. Mais ils ont choisi d'acheter une entreprise, d'y mettre de l'épargne. Et puis, le 3e acteur, c'est le dirigeant. Le dirigeant qui est donc différent de l'entrepreneur, différent de l'investisseur et qui est là pour diriger l'entreprise. Et à ce titre-là, et c'est bien le sens de mon sujet, à ce titre-là, défendre l'intérêt des investisseurs. Parce qu'il faut savoir qu'au 19e siècle, le Code civil définit l'entreprise dans des termes très simples qui sont une société constituée dans l'objectif commun des associés. C'est-à-dire que l'entreprise doit défendre l'intérêt des actionnaires. C'est la seule définition qui existait aujourd'hui en droit de l'entreprise. Et vous voyez, c'est le fruit, c'est le résultat d'une très longue évolution. Alors, il y a un élément un peu perturbateur qui arrive, disons, à partir des années 70, c'est une longue histoire. On se dit, c'est très bien, mais les actionnaires, eux, ont quand même intérêt à se faire de l'argent à très court terme, surtout les actionnaires qui sont sur le marché. Mais peut-être que, l'entreprise a un intérêt différent de celui des actionnaires, ça c'est une première chose, c'est-à-dire que pour construire une entreprise de chemin de fer, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait même pas en 15 ans, ça se fait peut-être en 30 ans. Donc, l'objectif très court-termiste des actionnaires n'est pas en phase avec l'objectif de l'entreprise en tant que telle, n'est pas en phase avec la raison d'être de l'entreprise. Et puis, autre point, eh bien, peut-être que l'entreprise, en répondant aux ambitions très court-termistes des actionnaires, eh bien, en fait, elle nuit aux
vivre ensemble, elle nuit à la planète, elle nuit aux communautés, elle crée plus d'inégalités, elle crée plus de pauvreté, etc. Alors ça, c'est la critique, je vais dire, qui va s'associer à une critique du capitalisme. Mais là, on est dans quelles sont les formes d'abus que l'entreprise peut avoir. Et c'est un fait, si l'entreprise est un formidable véhicule, on n'en a pas inventé de meilleur pour l'instant, pour créer des grandes aventures, des grandes épopées. Je parle des chemins de fer, mais je peux parler de l'énergie, je peux parler de la gestion des eaux. L'entreprise, c'est vraiment la mise en commun d'un tas de choses qu'aucune formule n'a réussi à traduire jusqu'à présent, mais ces statuts juridiques limitent, voire contreviennent aux intérêts de la société. C'est pour cela, et j'arrive à notre sujet, et j'en suis presque, voilà, mais j'essaye d'aller vite. Il y a eu en 2019 une loi qui est un petit coup de tonnerre dans notre vie des entreprises, puisqu'elle définit l'entreprise un petit peu différemment. Alors, cette loi, elle dit quoi? Hier, donc l'article 1833 du Code civil disait, c'est ce que je vous disais à l'instant, que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. C'est-à-dire que la seule définition de l'entreprise, c'est une société qui doit avoir un objet licite, c'est-à-dire que on pourra vanter la rentabilité des entreprises de trafic de drogue, mais il se trouve que la drogue est interdite. Alors, ce qui peut être interdit un jour peut être permis un autre. L'alcool, on voit bien, le tabac, il y a tous les débats sur le cannabis. Bon. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est que la société, l'entreprise doit avoir un objet licite, donc légal, et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Si l'entreprise dégage plein de profits, mais pourrit les rivières, tue les forêts et épuise des gens, mais le dirigeant ne peut pas être puni par la loi dans la mesure où il a fait son devoir, c'est-à-dire de ramener un maximum de profit pour les associés. Eh bien, la loi Pacte dit, en fait, on va changer la définition de l'entreprise. Et l'entreprise, ça doit être une société gérée dans son intérêt propre. Qu'est-ce que ça veut dire son intérêt propre? C'est-à-dire que si l'entreprise a été créée pour créer des trains, pour créer des avions, pour créer des routes, eh bien, il faut s'assurer que tous les moyens de l'entreprise sont bien mis au service de la création des routes et qu'on ne va pas arrêter de créer des routes parce que ça coûte trop cher et que l'actionnaire ne s'y retrouve pas. Donc la société doit être gérée dans son intérêt propre et doit considérer les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est une première chose. Et la loi crée 3 types d'entreprises. Il y a ce qu'on appelle l'entreprise classique, donc c'était celle qui existait auparavant, mais qui désormais doit se soucier de ces enjeux sociaux et environnementaux, celle qu'on appellera l'entreprise classique. Il y avait une loi en 2014 qui avait créé ce qu'on appelait l'entreprise sociale. Donc l'entreprise sociale, elle a un objectif qui est de résoudre un problème de société, mais elle doit limiter sa rentabilité. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir d'attraction auprès d'actionnaires qui est effectivement limité, puisqu'on dit vous n'allez pas pouvoir gagner plein de sous. Eh bien, on crée un modèle entre les deux qu'on va appeler l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, elle a un but qui est celui de régler un problème de société, qui est de s'attaquer à un problème environnemental. Donc, c'est une entreprise qui va être constituée pour régler un problème de société. Et en même temps, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un certain nombre d'actionnaires et d'investisseurs qui viennent mettre de l'argent parce qu'on réconcilie, on trouve un moyen quand même de satisfaire la rentabilité des actionnaires. Alors c'est évidemment compliqué, il y a énormément de critiques autour de cela, mais ce qui est assez puissant, et on verra comment l'histoire prouve que ça marche ou pas, mais ce qui est assez puissant, c'est que tout d'un coup, on dit, en fait, l'entreprise, c'est vrai qu'elle nuit à un certain nombre, le facteur entreprise nuit à un certain nombre d'objectifs de développement durable, mais c'est quelque chose qui est tellement vertueux dans sa définition initiale, dans son pouvoir d'action, dans sa capacité d'innovation, dans sa possibilité de fédérer des hommes et des femmes, des techniques, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut garder le bébé, c'est l'entreprise, mais il faut changer l'eau, et donc il faut lui changer son contexte, à la fois juridique, et vraiment dire l'entreprise a un rôle social majeur. Alors, je vais aller un petit peu plus vite juste pour m'assurer d'avoir... Alors, 4 choses pour l'entreprise à mission. Il faut définir une mission. Ça veut dire un périmètre. Est-ce que ma mission d'entreprise, c'est de m'occuper des personnes âgées en difficulté? Est-ce que c'est d'apporter de l'eau potable à un certain nombre de gens qui ne peuvent pas en avoir? Et vous le voyez, ça va être des missions qui sont très proches de l'intérêt général, mais qui vont être gérées comme une entreprise.
Il faut que je mette en place des engagements, c'est-à-dire en quoi est-ce que mon entreprise est vraiment alignée avec ma mission. Il faut que je puisse les évaluer et les faire évaluer par quelqu'un d'extérieur. Et il faut que mes actionnaires, c'est ça qu'on appelle par la gouvernance, il faut que mes actionnaires valident cette mission et investissent en fonction de cette mission. Donc, c'est les 4 fondamentaux de l'entreprise à mission. Alors, je vous en ai listé, il ne me reste que 2 slides, hein, je vais essayer d'aller vite, mais je vous ai listé un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui se sont déclarées entreprises à mission. La plus grosse d'entre elles et la plus connue, c'est le groupe Rocher. Le groupe Rocher qui est la maison mère d'un certain nombre de marques que vous connaissez. Yves Rocher, bien entendu, mais peut-être que vous connaissez Petit Bateau ou Kiotis. Voilà. Eux, leur sujet, c'est la mission qu'ils ont mis au cœur, c'est vraiment reconnecter les gens à la nature. Ça les a amenés à faire quoi? Et ça les amène à faire quoi? Parce que c'est un engagement qu'ils vont continuer à faire. Il y a des choses qu'ils vont arrêter de vendre. Il y a des matériaux avec lesquels ils vont arrêter de faire leurs vêtements. Il y a un reversement de leurs bénéfices qu'ils vont faire au profit d'un certain nombre de territoires. Ils vont s'engager dans des programmes de R&D. Donc vous voyez, c'est toute une stratégie d'entreprise qui a à repenser. Donc je vous ai mis la Maïf qui est une grosse mutuelle. Alors les mutuelles, c'est particulier parce qu'il n'y a pas d'actionnaires dans les mutuelles, mais néanmoins, ça fonctionne un peu comme de l'assurance, hein, une mutuelle. La Maïf a décidé aussi de devenir société à mission. Et j'ai voulu vous faire un petit focus sur une entreprise qui est leader sur le sujet, qui est une entreprise pas très grosse, qui a 90 employés, qui s'appelle la Camif. La Camif a formulé cette mission que je vais vous lire, et vous allez voir que formuler une mission, ça nécessite un peu de détails. Proposer des produits et services pour la maison, conçus au bénéfice de l'homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème, les consommateurs, les collaborateurs, les fournisseurs, les actionnaires et les acteurs du territoire. Collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Le constat premier de la Camif, c'est de dire les gens ont besoin de meubles. En fait, peut-être qu'on n'en a pas besoin de manière essentielle, mais à un moment donné, ça devient compliqué de vivre sans meubles, sans étagères, sans lit, sans ça. On va les faire. Aujourd'hui, le marché propose des choses assez cheap, mal conçues, souvent de forêts non responsables, et qui ont plutôt tendance à délocaliser les emplois dans des endroits dans lesquels les gens sont maltraités et mal payés. Je suis extrêmement caricaturale, les amateurs d'IKEA me pardonneront peut-être. L'enjeu de la Camif, c'est de dire comment est-ce que je peux produire localement avec des produits issus du recyclage, majoritairement, et limiter tous les impacts négatifs. Évidemment, ça nécessite de travailler aussi avec des consommateurs qui vont accepter de ne pas payer un lit 30 €, mais peut-être de le payer 130 €. Voilà. Pour comprendre quel est le coût qu'il y a derrière ces enjeux-là. Il faut comprendre qu'être entreprise à mission, si c'était très simple, tout le monde le serait. Hein. Et donc, vraiment, je vous invite à ne pas rentrer dans une vision des choses. Il y a les méchants contre les gentils. Ça n'est pas du tout le sujet. Encore une fois, être entreprise à mission, ça nécessite d'aligner beaucoup de monde. Évidemment, les consommateurs, les actionnaires, les dirigeants et les gens qui travaillent dans l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi accepter qu'une rémunération soit faite en fonction du revenu de l'entreprise. Et le revenu de l'entreprise se fait en fonction de ce que les consommateurs sont d'accord pour payer. Et par ailleurs, il faut aussi bien rémunérer ses fournisseurs. Donc vous voyez, la logique de l'entreprise est complètement revue au regard de l'entreprise à mission. Et puis, j'ai voulu vous faire un focus sur l'entreprise peut-être au monde la plus avancée sur ces notions. Alors, les Américains ont traduit l'entreprise à mission par les Purpose-Driven Entreprises. Celle qui est très pionnière, hein, c'est Patagonia, vous en avez peut-être entendu parler. Ce que je trouve assez fabuleux, c'est que leur baseline, c'est carrément, on est dans le business pour sauver la planète. Autrement dit, et vous aurez l'occasion de l'entendre, sans doute le fondateur de Patagonia, on n'a pas trouvé plus puissant que l'entreprise pour avoir une action très concrète. Et nous, on fabrique et on vend des choses pour pouvoir, derrière, prendre soin de la planète. Et alors, pour connaître un petit peu l'entreprise de l'intérieur, je sais combien ça n'est pas du tout du greenwashing. Et donc, je vous ai mis quelques éléments ici, hein, vous pourrez les lire, mais donc ils ont décliné évidemment leur engagement. Et vous voyez, voilà, je vous ai mis une campagne de publicité de Patagonia qui s'appelle Don't Buy This Jacket. Là où la publicité cherche à vendre des trucs, Patagonia dit non, nous en fait, on fait des produits de très très bonne qualité. Donc, quand vous avez acheté une veste chez nous, c'est pas la peine d'en racheter une autre. Hein. Si elle est cassée, la vôtre, on la répare, on la recoue, on la recycle. On peut changer une manche sans changer tout le manteau. Et donc, l'idée, c'est d'inviter aussi le consommateur à rentrer dans une logique d'économie circulaire et une autre manière de consommer. Voilà. Alors, en conclusion, évidemment, ça a été très, très, très rapide, mais je crois que j'ai tenu pile le temps.
Je suis désolée d'avoir parlé un petit peu vite, mais j'espère avoir vos questions. Et puis, si évidemment il faut éclairer des choses avec plaisir. J'ai publié avec Deloitte et Citizen Capital un petit guide qui s'appelle Devenir une entreprise à mission. Vous tapez entreprise à mission, guide entreprise à mission Deloitte sur Internet, et vous pouvez très facilement cliquer sur le lien puisque ce rapport est gratuit et mis à disposition de tous. Mon dernier petit mot de conclusion, il est le suivant. Il y a une très 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 grande méconnaissance de l'histoire économique et de l'histoire des entreprises dans notre pays. On ne sait jamais d'où ça vient. L'entreprise, c'est un objet philosophique presque, qui est extrêmement intéressant. Alors, entreprise, on va entendre, il y a l'entreprise du petit entrepreneur, où ils sont 3 ou 4, c'est une entreprise, puisque ça regroupe des hommes, des moyens, des capitaux, des techniques. Il y a des très grosses entreprises, monstrueuses, des Google, des Facebook. Il y a des entreprises publiques. Donc voilà, l'entreprise, c'est quelque chose qui est très mouvant. L'idée avec l'émergence de cette entreprise à mission, c'est de dire et d'inscrire dans la loi française, et c'est à l'étude dans la loi européenne aujourd'hui, et puis, comme je le disais, il y a des équivalents qui ont été déclinés en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. L'idée, c'est vraiment d'inscrire le fait que ce regroupement, je reviens à ma définition initiale, ce regroupement d'hommes, de capitaux, de techniques, de savoir-faire, d'innovation, etc., eh bien, si on le met au service des vrais enjeux de la société, et on le voit dans la crise que nous connaissons en ce moment même, eh bien, ça peut être un véhicule extrêmement puissant. Et donc, je m'adresse là peut-être plus particulièrement à ceux d'entre vous qui ont envie, dans un souhait très légitime, de soit très autarcique, d'aller vivre chez lui dans son petit lopin de terre, ou soit de rejeter la grande entreprise capitaliste moderne. Eh bien, l'idée, c'est de vous dire, avec cette loi, peut-être qu'il émerge une nouvelle sorte d'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui étaient à mission qui ne le savaient pas, hein, c'était comme M. Jourdain et l'univers Rose, mais ce statut leur permet de le mettre en avant. C'est un statut opposable. Peut-être que dans la suite, aux États-Unis, l'équivalent permet à n'importe quel citoyen qui estime que l'entreprise ne respecte pas sa mission de porter plainte. Eh bien, l'idée, c'est que demain, ce soit un statut opposable et qui soit extrêmement transparent pour tous, et qui s'oppose aux déclarations d'intention qui aujourd'hui s'apparentent un peu à des greenwashing. Voilà, je me tais et je suis toute oui. Merci Armelle, et merci au nom des lauréates et des lauréats qui ont beaucoup apprécié les slides et beaucoup apprécié aussi, ils l'écrivent, ton dynamisme, ton énergie et l'entrain que tu mets dans cette conférence. Il y a des questions sur au-delà ou en deçà de la loi Pacte, sur le cadre juridique de l'entreprise à mission et sur les liens, par exemple, entre entreprise à mission et label Bicorp. C'est Tiana qui porte cette question. Ouais. Et Chloé élargit encore la question en disant est-ce que finalement, entreprise à mission, ça rejoint économie sociale et solidaire. Et donc, est-ce qu'on peut préciser, tu as montré la différence entre entreprise sociale et entreprise à mission, mais les limites par rapport à d'autres notions qui semblent un peu voisines. Alors, je vais commencer par entreprise à mission et entreprise sociale. Donc, une entreprise de l'ESS, il y a 2 éléments. Elle est ESS parce que donc elle a inscrit la recherche d'une utilité sociale. Ça, c'est commun avec l'entreprise à mission. En revanche, elle doit s'engager à limiter sa lucrativité. Alors, c'est assez fluctuant. Il n'y a pas de cadre très clair, mais l'intégralité ou la quasi-totalité des revenus de l'entreprise doit être réinvestie pour cette recherche d'utilité sociale. Ce sont des entreprises qui sont encadrées, qui peuvent recevoir le label ESUS et qui, à ce titre-là, peuvent être subventionnées dans une certaine partie de leur activité. La différence avec l'entreprise à mission, la première chose, c'est que la mission de l'entreprise, dans une entreprise à mission, doit être inscrite dans ses statuts. C'est un élément légal. Donc ça, c'est très fort. Deuxième chose, l'entreprise à mission n'a pas de lucrativité limitée. C'est-à-dire que, si je prends un sujet aujourd'hui qui est gravissime, le traitement des déchets. Aujourd'hui, il y a un enjeu très fort. Et une mission qui viserait à, par exemple, la réduction des déchets
puisque aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution que de réduire ces déchets, la réduction massive des déchets qui passerait par de l'éco-conception, etc. Une entreprise à mission peut se positionner là-dessus, et en même temps, comme c'est une activité qui peut être rémunératrice sur ses actionnaires, eh bien, elle ne limite pas la possibilité de faire du profit. Et l'entreprise à mission, on le voit, et d'ailleurs on le voit sur les entreprises sociales, il y a une très grosse entreprise sociale qui est le groupe SOS, mais en fait le groupe SOS c'est le regroupement de plein de petites entités aujourd'hui. L'entreprise à mission, la vocation, c'est d'être beaucoup plus impactante, et donc parfois de reconnaître qu'il y a besoin de sous, et donc d'avoir créé un outil qui attire au service d'une utilité sociale pas mal d'actionnaires. Donc l'inscription dans les statuts, la possibilité de la lucrativité. En revanche, le corollaire de ça, c'est que l'entreprise à mission n'est pas sujette à recevoir des subventions de la part de l'État. Un petit élément, évidemment, tous ces éléments-là sont en évolution. Pour l'instant, je vais dire que dans leur grande majorité, les acteurs de l'ESS regardent un peu en chien de faïence l'entreprise à mission. Parce que tout ça marche un peu sur les mêmes pieds, là où l'entreprise à mission a envie de tendre la main. Je ne sais pas comment le monde évoluera. Je pense qu'il ne faut surtout pas encourager des luttes de chapelle entre les deux. C'est des modèles différents, avec des aspirations différentes. Il est intéressant que les deux existent, à condition que les deux aient véritablement un impact sur les enjeux sociaux et sociétaux. Et puis deuxième point, très très vite, le label B Corp. Alors le label B Corp, c'est un label qui a été créé par les Américains, qui est un processus où tous les 3 ans, on peut se faire labelliser sur la base de 23 ou 24 engagements, qui a le grand mérite, d'abord, d'avoir existé avant l'entreprise à mission, d'être très très concret, beaucoup plus concret que ce qu'on a réussi à faire nous en France, parce que vous voyez l'entreprise à mission, la grande critique de l'entreprise à mission, c'est qu'il n'y a pas de sanctions aujourd'hui pour les entreprises qui se diraient à mission et qui ne respecteraient pas leur mission, la loi n'en prévoit pas, et le cadre est extrêmement flou. Bon, moi je reconnais le mérite au législateur de s'être intéressé au sujet, et on espère que dans les années qui viennent, les choses vont s'améliorer. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises à mission qui vont être labellisées B Corp. La grande différence, c'est que le label B Corp, il y en a deux. Le label B Corp, c'est une dimension très américaine de soft law qui marche très très bien aux États-Unis. Et on voit la puissance Patagonia, par exemple, la puissance de Patagonia, ils n'ont pas attendu une loi pour former un modèle incroyable. Mais en France, comme dans pas mal de pays latins, nous on aime bien les lois. Donc on attend qu'il y ait des lois qui viennent mettre en place des trucs avec des statuts qu'on puisse vérifier. Et, voilà. Et donc on peut raisonnablement penser que l'entreprise à mission, parce qu'elle correspond plus à nos codes et nos canons, va avoir une puissance de diffusion un peu plus importante. La preuve en est, c'est que le label B Corp n'a jamais fait les gros titres. Or l'entreprise à mission, eh bien, on a vu des articles dans des quotidiens nationaux généralistes. Et puis deuxième point, je pense que là encore il ne faut pas s'opposer les uns les autres. C'était le deuxième point sur le B Corp. Le B Corp, c'est une vision très à l'américaine. Et c'est intéressant, mais on peut aussi se poser la question du fait que c'est un capitalisme à l'américaine qui a aussi causé un certain nombre de problématiques aujourd'hui, et donc moi je m'interroge sur est-ce que c'est pas intéressant que chaque pays essaye de créer en fonction de sa culture et de son histoire un certain nombre d'outils et d'éléments contextuels pour développer les entreprises au service du mieux-être de tous. Voilà, donc c'est vraiment ça, être conscient que le label B Corp diffuse, mais encore une fois, pas du tout d'anti-américanisme, hein, ne me comprenez pas mal, je trouve que c'est vraiment un label extrêmement puissant, et nous, Français, on n'est pas capable de faire des trucs aussi opérationnels, donc pour l'instant, je ne les opposerai pas. Marie se demande si une entreprise classique peut vraiment devenir une entreprise à mission, sans greenwashing, et AFI propose un exemple. Est-ce qu'une école qui existerait sous un statut d'entreprise peut devenir une entreprise à mission en se donnant comme mission de produire de l'égalité des chances? Alors, le mot-clé dans la question, c'est vraiment. Peut-elle vraiment? Alors, on a très très peu de recul sur le sujet de l'entreprise à mission, parce que la loi a été promulguée en fin de l'année dernière, il y a eu un décret en janvier, donc bon, pour l'instant, il y a plus de déclarations d'intention que de réalité. Il me semble, et là c'est une réponse très personnelle que je vous fais, il me semble que toutes les entreprises n'ont pas vocation à devenir entreprises à mission. D'abord parce que tous les sujets, alors si je vous prends une entreprise par exemple qui œuvre dans le référencement sur Google, je ne dis pas que c'est pas important d'être référencé sur Google, je me pose la question du fait que est-ce que c'est un défi de société majeur. Alors on pourrait très bien se dire, on va aider des tout petits e-commerce qui n'arrivent pas à trouver de clients à mieux être référencés sur Google parce que ça leur permettrait de survivre dans des endroits ruraux désertés. Ça, pourquoi pas? C'est intéressant. Mais vous voyez bien que le sujet fondamental, c'est à quel
à quelle mission, à quel enjeu sociétal répond l'entreprise. Et il y en a pas mal d'entreprises qui ne répondent pas à des enjeux essentiels absolus. Donc ça, c'est la première chose. En fonction de l'activité de l'entreprise, je ne suis pas sûre que toutes peuvent devenir entreprises à mission. Deuxième point, est-ce qu'une entreprise qui s'est développée et qui répondrait quand même, qui s'est développée sur les bases d'une entreprise classique, avec un actionnariat très fort, avec une attente de rentabilité très forte, peut-être cotée sur le marché, et c'est là où je dis attention, il y a des types d'entreprises différentes, des entreprises familiales, je vais parler des entreprises, je sais pas moi, des entreprises Mullier, des entreprises de Bonduel, donc Mullier, ça va être Decathlon, Leroy Merlin, etc. Des entreprises qui ont un capital qui est possédé par des actionnaires qui peuvent voir le temps long et qui ont envie de s'engager, oui. Parce que l'entreprise à mission nécessite de s'inscrire dans le temps long, ça c'est un élément très important. Et deuxièmement, je crois que la transformation est longue et difficile, mais elle n'est pas antinomique à partir du moment où vraiment on réunit toutes les conditions de transformation. Et encore une fois, c'est pas facile. Dernier point qui a été soulevé, est-ce que quand on est une école classique, on peut devenir une entreprise à mission sur la base de la réduction des inégalités? Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Le chemin est compliqué, mais il me semble que c'est typiquement le genre d'entreprise qui n'a de sens qu'en étant à mission. Mais entendez-moi bien, hein, encore une fois, quand je dis bien c'est dur et difficile, quand on est à mission, on sacrifie tous les choix doivent être au service de la mission. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi. Une entreprise qui trouverait intéressant d'être financée par des gens qui n'importe quoi, qui ont beaucoup d'argent. Parce que, vous comprenez, du coup, ça permet quand même d'égaliser un certain nombre de sujets. Mais en fait, on se rend compte que des gens qui ont beaucoup d'argent et qui payent très cher mensuellement, en fait, c'est les 3/4 des gens pour 1/4 de gens qui n'ont pas les moyens de payer. Et ben, l'école devient une entreprise qui offre des services à des gens qui ont beaucoup d'argent pour les payer. Donc, la mission qui est de la réduction des inégalités sociales, est-ce qu'elle est remplie ou pas? Voilà. Et donc, la question de trouver le bon équilibre économique au service d'une mission qui est sincèrement remplie est absolument essentielle. Donc, pour répondre, oui, une école peut se transformer en entreprise à mission, encore faut-il que vraiment la mission soit scrupuleusement respectée. Est-ce que l'entreprise à mission est contrôlée par une instance extérieure? Qui et comment? Très bonne question. Alors, c'est une question qui est posée par Milena et par Grace. Alors, merci pour cette question. Là aussi, la loi n'a pas été très loin. Alors, il y a une obligation de se faire contrôler par un OTI, ce qu'on appelle un OTI, c'est-à-dire un organisme tiers qui va pouvoir, un organisme tiers indépendant, donc il va pouvoir contrôler. Donc, un organisme tiers indépendant, ça va être un auditeur. Alors, on va trouver un auditeur, ma belle maison de Loite est auditeur, par exemple. Donc, on va trouver des Ernst & Young, des choses comme ça. On va trouver des bureaux Veritas. Donc, voilà. Aujourd'hui, la loi dit les entreprises à mission seront vérifiées tous les 2 ans par un OTI qui sera nommé par une instance qui nommera les OTI. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est pas très précis, mais on espère que plus d'informations arriveront. En tout cas, oui, la loi prévoit que l'entreprise à mission soit contrôlée, mais on n'a pas les informations sur comment et qui à ce jour. Donc, la porte existe encore de manière ouverte pour un peu de greenwashing, mais j'espère pas pour très longtemps. Il y aura peut-être des décrets d'application. Et Grace poursuit sa question en demandant si les petites entreprises peuvent devenir des entreprises à mission. Et là, je fais le pont. Se faire contrôler par un organisme indépendant, ça suppose un coût. Et j'imagine que c'est l'entreprise à mission qui le prend en charge. Alors, c'est extrêmement intéressant cette question. Donc oui, les petites entreprises peuvent devenir ou se créer sur la base d'entreprises à mission. D'ailleurs, c'est sans doute celles qui vont le plus phosphorer. Il y a une formidable communauté qui s'appelle la communauté des entreprises à mission, dont le président, c'est le président de la CAMIF, l'entreprise dont je vous ai parlé, qui regroupe en son sein plein de petites entreprises et puis des plus grosses. Certaines qui ont déjà inscrit l'entreprise à mission dans leur statut et d'autres qui cheminent. Et qui s'interroge justement sur est-ce que cette communauté des entreprises à mission, cette instance, ne pourrait pas financer pour l'ensemble des entreprises à mission la vérification. Voilà, donc oui, les petites entreprises peuvent le faire évidemment, et le sujet des contrôles et des audits, c'est bien la raison pour laquelle la loi ne précise rien, c'est un vrai sujet. Maintenant, juste un point, effectivement, se faire vérifier, ça coûte cher, mais je pense qu'être entreprise à mission a une telle force d'attractivité auprès de ses salariés, auprès de ses fournisseurs et auprès de ses consommateurs. C'est un tel gage de qualité, d'engagement, de transparence,
que ça doit être un coût qu'on peut amortir dans l'image, le rayonnement et la vente des produits. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et Fabio, un peu grinçant, dit mais est-ce qu'on ne va pas passer du greenwashing aux raisons d'être washing? Oui, on parle de mission washing. J'ai envie de vous dire, bien sûr, moi qui suis une fanat de ces sujets, je regarde, je suis très enthousiaste, mais je regarde beaucoup de déclarations avec un petit œil critique quand même. En fait, la critique est aisée, l'art est difficile, j'ai envie de dire ça. J'ai plutôt envie de dire, je préfère mettre le maximum de ma force, de ma réflexion, et j'espère que Fabio en fera autant, de mon sens critique, au service de ceux qui ont envie de se transformer pour qu'ils se transforment bien. Il y aura toujours des abus, toujours. Maintenant, c'est tellement, excusez mon langage peu châtié, c'est tellement chiant cette transformation que pour y aller, je me dis qu'il faut un peu de sincérité. Maintenant, c'est très simple, c'est-à-dire que inscrire dans ces statuts, c'est un acte fort. C'est important ça, de dire ça. C'est un acte fort d'inscrire dans ces statuts. Et je vous dis encore une fois, si demain ça devient le prétexte pour faire des procès à des entreprises dont on estimerait qu'elles ne respecteraient pas leur mission, je ne prendrais pas le truc à la légère. Mais néanmoins, oui, il y a une vraie chance une vraie possibilité de mission washing. Bon, je crois que rien n'empêchera jamais des gens d'utiliser tout ce qu'ils peuvent pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas complètement une cynique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de bien faire. Le problème, c'est comment. Et il y en a et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Donc voilà. Mathilde se demande si la crise du coronavirus va accélérer le passage au statut d'entreprise à mission et convaincre davantage d'entreprises de le faire. Ah Mathilde, j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour le dire. On assiste médiatiquement, je ne sais pas très bien ce qui se passe en coulisses, mais on assiste médiatiquement à un chiffre assez intéressant. Alors même qu'il y a une déclaration de grandes entreprises telles que Renault, telles que L'Oréal, telles que Engie, qui disent on ne peut pas revenir au monde d'avant. Il faut absolument aller vers du responsable. Et je crois qu'ils le disent vraiment. Enfin, à la tête de Renault, il y avait tout à l'heure la photo de Carlos Ghosn, hein, qui est le fruit même du fait qu'un dirigeant s'est fait débarquer par ses investisseurs. Alors, c'est intéressant parce que c'est un dirigeant qui pourtant avait bien défendu ses investisseurs pendant longtemps. Le patron actuel de Renault, hein, qui est Jean-Dominique Sénard, était à l'origine d'un des rapports qui a influencé la loi Pacte. Donc c'est des dirigeants qui sont très investis dans cette idée d'une entreprise sociale, d'une entreprise à mission. Bon, d'un côté il y a cela, de l'autre côté il y a le MEDEF qui dit hier il faut arrêter, là les engagements environnementaux c'est trop fort, là c'est la crise, il faut se remettre sur des rails, etc. Donc, j'ai tendance à penser qu'il y a une chose. Le coronavirus a levé un voile qui est qu'est-ce que c'est qu'une activité ou une entreprise essentielle pour la nation? Qu'est-ce que c'est que de remplir une mission? Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, notre priorité, c'est de prendre soin de nos malades et de nos soignants. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition dans une logique entrepreneuriale de ces enjeux de santé? Qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition d'un enjeu de réduction des inégalités économiques? Parce que là aussi, le Covid-19 révèle ça d'une manière très forte. Donc, peut-être lève le voile sur ce qu'on entend à mission, c'est-à-dire il y a des choses à réparer, à consolider, à aménager, à transformer dans notre entreprise, dans notre société, qui sont absolument vitales dans le contexte de développement qui est le nôtre. Et puis il y a des choses qui sont moins vitales. Bon. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose de là, enfin c'est très intéressant, hein, je veux dire, à 20h on applaudit nos soignants, personne ne les a applaudis pendant qu'ils faisaient grève, donc c'est intéressant de voir ce que ça a modifié. Est-ce que ça sera durable? Est-ce que la situation des uns et des autres va changer? Est-ce que ça concerne tous les acteurs économiques vraiment? Là, je vous fais une petite aparté, il se trouve que je suis confinée dans un petit village du Loiret, et il y a exactement 3 commerces, hein, ici, une supérette, un pizzaiolo et un boulanger. Bon, je vous avoue que les discussions sur entreprise à mission, entreprise pas à mission, c'est pas du tout leur sujet, hein, et pourtant ils sont plus à mission que n'importe quand. Enfin, en tout cas pour moi, ils me nourrissent. Même le pizzaiolo que j'aime beaucoup parce qu'il me crée aussi un peu de convivialité. Donc tout ça pour dire, je ne sais pas si le coronavirus. J'ai pas envie d'avoir un discours faussement naïf, et je crois que les choses n'arriveront pas. On fera que les choses arrivent. Donc plus on est au courant, plus on est motivé, plus on est conscient de la complexité, plus on est informé,
et plus on fera basculer les choses. Mais rien ne va arriver par magie, et c'est ça qui se joue en ce moment. C'est un équilibre des forces, et donc il faut s'engager, quoi. Il faut s'engager. Il faut se mouiller. Marie se demande quand même si, par opposition à l'entreprise à mission, une entreprise classique peut être considérée comme une entreprise qui a des impacts sociaux et environnementaux négatifs. Et donc, si pour cette raison, ces entreprises n'ont pas vocation à disparaître. Alors, il y a une théorie que j'aime bien, qui est la théorie des 3 horizons, qui a été développée par un ancien de HP qui s'appelait Bill Sharp, et qui dit, il y a un horizon 1 qu'on va appeler le business as usual. Disons que c'est l'entreprise classique. Dans une vision optimiste, le business as usual va avoir tendance à faire une courbe un peu descendante. Mais attention, ne va pas disparaître. L'horizon 2, pour tout vous dire, c'est l'horizon des innovations, qui nous amène vers un avenir meilleur. Dans ces innovations, il y a on appelle ça le H2. Dans ces innovations, il y a des innovations qui vont apparaître être une bonne idée au début, et puis en fait, pas tant que ça à la fin. Donc on va les appeler les H2-. Et puis il y a des innovations qui vont nous amener vraiment assez fondamentalement, parce qu'ils vont changer des habitudes de consommation. On appelle ça des H2+. Voilà. Et puis H3, c'est vraiment l'horizon formidable. Donc si je donne un exemple très concret, regardons par exemple le sujet des transports. L'entreprise classique aujourd'hui, qui est déjà plus si classique que ça, mais un Renault, un Peugeot, finalement je rends hommage à Renault et Peugeot, je n'ai pas de part dans ces entreprises, donc c'est totalement gratuit, mais c'est l'image de l'entreprise classique qui nous vient de l'époque industrielle, voilà. Une entreprise qui construit des voitures et qui les vend. Évidemment, les impacts sont majeurs, c'est-à-dire qu'on extrait des matières rares, dans des conditions terribles, on n'a plus de mines chez nous, mais voilà, on les construit, il y a toujours un monde ouvrier qui est quand même relativement mal payé, dans des endroits pas très glamour, on rejette des flux toxiques, etc. Bon. Et puis tout ça pour l'utilisation d'une voiture individuelle, surtout à obsolescence programmée, qui est extrêmement émettrice de gaz à effet de serre et trop chère pour une grande partie de la population du monde. Bon, voilà, c'est le H1. Ça, et puis on s'est dit, bah tiens, pour essayer d'éviter de polluer, on va créer des moteurs hybrides ou des moteurs électriques. Donc ça, ce serait le H2-. On va améliorer un peu l'impact, mais vous voyez bien qu'on reste sur la voiture individuelle, qui est quand même très consommatrice en termes de ressources, parce qu'il faut la construire, cette voiture. On ne change pas grand-chose. Et puis, une autre innovation, c'était Blablacar. Tiens, on va prendre la même voiture individuelle, mais on va la transformer en transport collectif. Donc là, on est sur du H2+. Et on sait que le H3, qu'on n'a pas inventé encore aujourd'hui, sera sans doute du transport collectif sur une base énergétique non polluante, qui viendra de matériaux recyclés, donc on n'aura pas à extraire de choses, voilà, qui aura une durée de vie très longue et qui aura une capacité qui pourra être accessible au plus grand nombre et qui réconciliera des lieux dans lesquels il y a des déserts ruraux, etc. On ne sait pas encore ce que sera ce H3. Tout ça, j'ai pas perdu de vue la question de départ. Est-ce que les entreprises classiques vont disparaître? Ce schéma-là, cette vision-là du H1, H2, H3, elle dit qu'il y a quand même des principes ou des éléments des entreprises classiques qui vont durer, qui vont continuer. Parce que on peut dire ce qu'on veut, et moi j'adorerais voir ce monde du transport collectif généralisé, non polluant, accessible à tous, advenir, mais c'est pas demain qu'on va se séparer de l'entreprise classique. Donc il ne faut pas complètement les opposer. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les entreprises vont être amenées à évoluer, les marchés vont changer, mais encore une fois, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, et ça, pour moi, c'est un principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y en a fait le souhait qu'il y a un certain nombre d'entreprises devenues un peu nocives qui vont disparaître. Mais si je pose la question aujourd'hui, on montre du doigt beaucoup le secteur aérien et les avions, il faut arrêter de voler, c'est très polluant, c'est horrible, etc. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'alternative à l'avion pour l'instant. De deux choses l'une, si vous avez des familles comme la mienne par exemple, j'en ai sur tous les continents, franchement, j'ai pas 8 mois pour aller prendre ma pirogue et aller en Côte d'Ivoire où ma sœur habite. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc peut-être que je voyagerai moins, j'irai moins la voir, et heureusement, il y a Zoom et tous ces outils formidables. Et deuxième point, si on fait disparaître les avions demain, il faut savoir que le secteur aéronautique en France est de très loin le secteur qui embauche le plus et qui crée de l'emploi sur des territoires dans lesquels il n'y a rien d'autre. Donc, si on arrête de voler, on arrête de construire des avions, on arrête de vendre. Qu'est-ce qu'on fait je ne sais plus exactement quoi, mais je pense que c'est 800 000 personnes qui travaillent dans la filière aéronautique. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on leur propose?
Voilà. Donc c'est des sujets qui sont d'une certaine complexité et c'est pour ça que les choses mettent du temps à évoluer et transformer, même si là où il y a une forme d'urgence à changer, puisque dans les 10 ans qui viennent, il va falloir transformer un certain nombre de pratiques si on ne veut pas vivre perpétuellement sous des latitudes à 45 degrés. On me demande si tu peux quitter l'affichage d'écran pour qu'on te voit, Armelle. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est une question super importante. Voilà. Est-ce que tu as un exemple d'entreprise à mission dans le domaine culturel ? Il n'y a aucune entreprise culturelle qui se soit déclarée à mission pour le moment. Alors, pour une raison un peu particulière, c'est que je pense d'entreprise en tant que telle, le secteur culturel est quand même essentiellement soit public, soit associatif. Donc il n'y a pas d'association à mission, parce que par définition, les associations sont associations si elles sont d'intérêt général. Et donc il faudrait que, pour être entreprise à mission, être entreprise, c'est-à-dire avoir un statut d'entreprise. Et ça, on va le trouver dans l'industrie. Alors l'industrie dans la culture, ça va être le cinéma ou le livre. Et aujourd'hui, ce sont des secteurs qui font déjà tellement peu de marge et tellement peu de résultats. Alors, je dis ça. Est-ce que Disney, par exemple, et c'est surtout, est-ce que Disney pourrait demain être à mission ? Ce serait extrêmement intéressant de réfléchir, ça pourrait être un cas pratique formidable. Voilà. D'équivalent en France, aujourd'hui, de grosses structures, est-ce que Universal pourrait devenir à mission ? Pourquoi pas ? Je crois qu'ils en sont vraiment très, 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 très loin. Mais voilà, je n'en connais pas du tout aujourd'hui. Margot se demande si une SCOP ou une SIC peut devenir entreprise à mission. Tout à fait. Alors, je tiens à dire, une entreprise à mission, ça n'est pas un statut d'entreprise, c'est une qualité d'entreprise, c'est très important. Donc, on peut être entreprise à mission, quel que soit son statut d'entreprise, SARL, SAS, SA, SCOP, SKIC, ce qu'on veut. En revanche, on n'est pas automatiquement entreprise à mission si on est SCOP. Voilà, c'est important de savoir. Donc, il y a statut d'entreprise d'un côté et qualité d'entreprise à mission. Ça, c'est quelque chose, évidemment, le législateur nous a compliqué la vie affreusement parce que personne ne comprend, tout le monde pense que c'est un statut. Il y a eu cette discussion à un moment donné et puis, le législateur a décidé de ne pas créer un statut supplémentaire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas une mauvaise idée, mais en tout cas, c'est le cas. Lucille se demande si la multiplication, justement, des qualités, des statuts, des labels, n'entraîne pas un vrai brouillard. Si. Mais alors moi qui suis une amatrice de la pensée de la complexité, je vais vous dire autre chose. Quand il n'y avait qu'un seul statut, en URSS, il n'y avait qu'un seul statut. Au moment de la monarchie, il n'y avait quasiment qu'un seul statut. Donc je pense que la multiplicité des statuts reflète des aspirations différentes. Est-ce qu'il faudrait plus simplifier, plus expliquer, plus pédagogie ? Certainement. Est-ce qu'il faudrait réunir à un ou deux statuts ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais là encore, j'accepte volontiers la contradiction. Je suis pas sûre. Encore une fois, mon message, c'est vraiment de dire la complexité, elle n'est pas là pour emmerder les gens. Elle est là parce qu'elle reflète une réalité qui n'est pas simple et il vaut mieux l'embrasser et essayer de la comprendre plutôt que d'essayer de la réduire. Voilà. Les prochaines étapes, c'est quoi ? L'enjeu, c'est sans doute d'attendre. Alors, je sais que la communauté des entreprises à mission se pose la question de créer un observatoire et de pouvoir faire un retour à la fin de l'année, 1 an après la promulgation de la loi, où est-ce qu'on en est, qui sont les entreprises qui l'ont fait, quels sont les premiers résultats, etc. Mais je pense vraiment qu'il va falloir attendre 3 à 5 ans pour commencer à voir quels sont les retours autour de ces premières transformations ou première adoption du statut. Ça, c'est la première chose. Je pense que l'enjeu, c'est de sensibiliser au maximum les consommateurs et les salariés, d'aller acheter les produits issus de ces entreprises à mission et d'aller travailler dans ces entreprises, parce que c'est passionnant. La réflexion autour de qu'est-ce qui permettrait de résoudre un problème de société tout en réfléchissant à un modèle économique viable, c'est-à-dire indépendant, qui ne dépend pas de subventions, qui ne dépend pas de l'aide ici ou là, mais qui dépend vraiment de la vente de produits. Pour moi, plus il y aura de monde là-dedans, plus on pourra inventer vraiment un monde durable demain. Voilà, je pense que c'est ça la suite. Pour continuer à parler de ce sujet, j'invite Olivia Grégoire, rapporteur de la loi Pacte et qui a été mon étudiante à Sciences Po il y a très longtemps. J'invite Brice Rocher ou j'invite le président de la CAMIF ? Oh bah, ça serait intéressant d'avoir tout le monde, hein, c'est sûr. En
en fait, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui doit sortir du cercle des initiés. Donc là, en fait, tu risques d'inviter des gens qui sont dans le sujet. Ce qui est intéressant, c'est d'aller toucher des gens qui ne sont pas dans le sujet. Je pense qu'il faut inviter Geoffroy Roux de Bézieux, là, pour aller lui parler un peu de l'entreprise à mission, il faut aller le convaincre. Il faut le mettre en face d'un Emery Jacquia, par exemple, qui est un faiseur. Je pense qu'il faut inviter Jean-Dominique Sénard, et il faut inviter Olivia Grégoire aussi, évidemment, parce que c'est intéressant, puisque c'est mon ancien élève, donc voilà, mais je pense que c'est très, 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 très important de créer des ponts avec des mondes qui n'en ont pas entendu parler, qui n'y sont pas totalement sensibilisés, et qui, pour l'instant, le prennent un peu de haut. Armelle, un immense merci. Et c'est mon merci, et c'est le merci des lauréates et des lauréats avec des applaudissements et des likes et des cœurs qui pleuvent sur le Facebook. Comme, voilà. Bravo. Merci beaucoup. À bientôt, Armelle. Au revoir. Au revoir. Rita, tu es là ?